C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Bon, ok. Aujourd'hui, on va parler d'un truc. Mais avant de parler de ce truc, il faut que j'arrive à mettre un peu de contexte. Et ça va partir un peu dans tous les sens. Donc, je vais vous demander de bien vous accrocher. Et si vous faites ça pour moi, si vous vous accrochez bien, je vous promets de tout faire pour qu'à la fin, les choses soient à peu près claires. Ça vous va ? Donc, jusqu'ici, tout va bien. D'abord, pour commencer, est-ce que vous vous souvenez de ça ? La révolution, c'est ce qui est dans les banques. C'est pas compliqué. Au lieu d'aller dans la rue, faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas à la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y a 20 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la Spadjari. Ouais. Pas compliqué. Est-ce que je vais vous faire l'affront de vous rappeler qui est Eric Cantona ? Est-ce que je vais vraiment insulter cette légende illustre du football français, ok, mais surtout anglais ? Bon ben oui, mais juste un peu. Donc Cantona, c'est un footballeur qui a commencé sa carrière à Auxerre et a joué notamment à Marseille ou à Bordeaux. Mais là où il a vraiment explosé, c'est à Manchester United, en première ligue anglaise, où il a évolué de 1992 jusqu'à sa retraite sportive en 1997. Joueur physiquement puissant, techniquement irréprochable et créatif dans la mêlée de la surface, son style de jeu entre finesse et force brute, entre poésie subtile et puissance, l'a rendu incontournable dans sa génération et lui a valu le surnom de King Eric outre-Atlantique. Mais il est aussi bien connu pour son jeu que pour sa personnalité en dehors et parfois en bordure des terrains. Colérique, grande gueule, Cantona est déjà à cette époque un personnage, sans compromission, mais aussi sans tact, sans diplomatie, sans introspection. Mais des années 2000 jusqu'au début des années 2010, Cantona est partout. Cinéma, séries télé, débats publics et des pubs. Tenez par exemple, vous vous souvenez de ça ? Bon les gars, on la tourne cette pub parce que je vais pas rester comme ça bien 3 heures moi. Mais ça te va bien comme ça, mon frère. Ouais, tout à l'heure on aura dit un banquier. Ah ouais? Ouais, je reste comme ça alors. Un banquier. Ah ouais? Et enfin, Cantona, il est engagé. Alors, ok, il va sans doute pas venir te parler pendant 1 heure de post-marxisme dans nos sociétés néolibérales avec le besoin de repenser la lutte par l'intersectionnalité, mais il va plutôt te parler comme ton oncle un peu coucou, pas mal gauchiste après 1 ou 2 coups dans le nez. En gros, il reste un révolté, un bouillonnant, et des fois, ça sort par une gueulante. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Et cet extrait date de 2010. Et 2010, c'est 2 ans après la crise financière des subprimes aux USA. Les subprimes, en gros, c'est ça. Ceci est votre obligation hypothécaire classique, d'accord ? Les premiers montages étaient simples. C'était juste des structures de milliers de prêts AAA réunis, garantis par le gouvernement. Les plus récentes sont différentes. Elles sont privées. C'est un empilement de différentes tranches. La plus haute, la AAA, est payée en priorité. La plus basse, la B, en dernier, sera donc la première à faire défaut. Maintenant, si vous achetez des B, ça peut payer plus, mais elles sont un peu risquées. Parfois, elles font défaut. B et double B sont passées d'un peu risqué à merde de chien. Où est la corbeille ? Juste derrière vous. Je parle des plus bas scores de crédit. Pas de vérification de revenus ? Taux variable ? Merde de chien. Le taux de défaut est déjà passé de 1 à 4%, les gars. Et s'il atteint les 8%, et il le fera, quantité de triple B vaudront plus rien non plus. Ok, vous dites qu'à 8% le marché dévisse et que nous sommes déjà à 4%? Tout à fait. On atteint 8, c'est Armageddon.
Oui, tout à fait. Pareil, vous ne vous en souvenez peut-être pas. Ou peut-être que vous étiez trop jeune, voire même vous veniez de naître, ou vous n'étiez même pas né. Mais pendant quelques années, la crise de 2008 a entraîné dans de nombreux pays un fort rejet et ressentiment contre la finance débridée et les grandes compagnies américaines. Et le fait que les bourses et les banques aient été massivement sauvées par les différents gouvernements. C'est la renaissance de l'idée du « too big to fall » et de l'effet domino. Si une trop grande entreprise s'effondre, alors toute l'économie suivra. Mais c'est aussi l'abandon et la mise à la rue de milliers de personnes aux États-Unis qui ne peuvent plus payer leur maison. C'est l'apparition du mouvement Occupy Wall Street. Et c'est aussi la manière dont l'Islande a répondu à cette crise qui est à l'époque saluée par de nombreuses personnes. Ah oui, souvenez-vous, c'est aussi ça. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Les stocks options, sauf pour les entreprises naissantes, seront supprimés et les bonus encadrés. Non, rien à ajouter. Donc, quand Eric Cantona parle de cette action symbolique, quand il se révolte contre les banques, c'est dans une période propice où la détestation amalgamée des élites, des banques et du système est à son paroxysme en France. Et pourtant, ça ne marchera pas. Quelques actions auront bien lieu. Quelques hommes et femmes politiques s'émeuvront de cette prise de position. Cantona lui-même ira symboliquement retirer une somme d'argent à la banque, mais sinon, rien. Le système endure. Et le lendemain sera un jour comme un autre. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Mais cela m'a pourtant fait poser une question. Est-ce que ça a déjà marché ? Est-ce qu'il y a déjà eu des moments, des instants où les gens, collectivement, ont déjoué les pronostics et ont fait trembler ce que l'on pourrait appeler de manière large le système ? Eh bien, oui et non. Car ce que voulait Cantona, c'était un mouvement massif, une révolution citoyenne et pacifique. Mais nous, définissons de quoi nous parlons exactement. Une élection, c'est une mobilisation d'un peuple. C'est une majorité de personnes qui se choisissent un ou plusieurs dirigeants, mais dans un système établi. Une révolution, qu'elle soit pacifique ou non, c'est le changement d'un système pour un autre. C'est une partie de la population qui se soulève, mais qui finit par se structurer en un nouveau système où des chefs et des dirigeants émergent. Force à eux ensuite d'appliquer les principes ou les revendications portées par la Révolution, ou de s'arroger les pleins pouvoirs et trahir le peuple. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Le système endure. Ou se reforme. Mais moi, ce que je cherche, ce sont les mouvements vaporeux, ces combats sans chef, sans revendication claire, qui émergent spontanément. En gros, le plus simple, pour le résumer, c'est cet extrait. Tu sais ce que j'ai remarqué ? Personne ne panique quand tout se déroule selon le plan. Et ceci même si le plan est affreux. Si demain soir, je dis à la presse qu'un brigand va se faire descendre, ou qu'un fourgon chargé de soldats va se faire exploser, personne ne panique. Parce que tout ça, ça fait partie du plan. Donc voilà, on cherche les gens qui n'ont pas de plan. On cherche les grains de sable qui viennent se loger dans la machine, les petits moments de chaos, les instants qui font trembler le système. Et là, un exemple d'un type d'événement me vient à l'esprit. Les moments de psychose collective. Ces psychoses désignent un phénomène d'impression collective de menace, réelle ou imaginaire, dans une population ou une société donnée, à la suite de rumeurs ou de peurs. Cantona voulait un mouvement massif et conscient, mais dans notre monde moderne, ultra connecté, où chacun est dans sa bulle de fausses informations, où les biais de confirmation pullulent, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste ? Le réel n'existe plus, et chacun agit selon sa propre vision du monde. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets. Notre monde actuel a même réussi à canaliser la panique, à l'intégrer dans le système, à le justifier. Souvenez-vous par exemple pendant la crise du Covid, quand des milliers de gens paniqués se sont jetés sur le papier toilette, de peur d'avoir une pénurie pour s'essuyer ses petites fesses. Ce qui provoqua, paradoxalement, des pénuries de papier toilette dans certains endroits.
mais on reste dans les soubresauts d'un système plutôt qu'une révolte inconsciente contre la société. Un vrai exemple concret serait l'affaire de Salem en 1692. Vous savez, cette petite ville des États-Unis où 14 femmes ont été exécutées pour accusation de sorcellerie. Les faits sont encore complexes et débattus, mais dans tous les cas, on assiste à une crise psychotique majeure de la part des femmes, marquée par des convulsions, des hallucinations et le fait de parler une langue inconnue. Dans cette ville et à cette époque, elles finissent par se faire accuser de sorcellerie, et les procès s'enchaînent. La population cède à la peur et à la paranoïa, et l'envie de sang suit rapidement. Une des théories expliquant l'apparition spontanée de ces symptômes chez les femmes et les jeunes filles de Salem est justement l'idée que leur existence dans cette société extrêmement religieuse et patriarcale, avec peu d'espace de liberté pour les femmes, a entraîné une réponse psychotique inconsciente. De même, la réaction de panique des élites de la petite ville et les accusations et massacres qui ont suivi montrent un sentiment très fort de paranoïa des colons, du fait d'avoir dû fuir les persécutions de l'Angleterre sans être certain d'être en sécurité dans ce nouveau monde, et également des raids incessants des tribus amérindiennes sur leur campement. Ainsi, une psychose s'élève contre le système, et le système crée sa propre psychose pour y répondre et la juguler. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Mais fort heureusement, j'ai trouvé un exemple plus récent à vous détailler. Et quelle coïncidence! Cet exemple concerne une banque. Alors, une révolte silencieuse, mue par la peur, aurait-elle pu menacer le système économique de tout un pays? Voyons cela. Nous sommes donc au Japon, en 1973. Oui, au Japon. Le pays vu comme celui de la retenue, du collectif, de l'introversion. Comment une psychose collective ici? C'est impossible. Eh bien, si, c'est possible. Le 8 décembre 1973, 3 lycéennes japonaises de Kosakai, aujourd'hui appelées Toyokawa, discutent dans un train de ce qu'elles vont faire après le lycée. L'une d'elles explique qu'on lui a promis un emploi à la Toyokawa Shinkin Bank. Son amie à côté d'elle répond pour plaisanter « La Toyokawa Shinkin Bank? C'est dangereux. Ce n'est qu'une blague sur le fait que son amie risque de subir un braquage un jour puisqu'elle va travailler dans une banque. Une petite plaisanterie de rien du tout. » 9 jours plus tard, le 17 décembre 1973, cette petite blague a failli faire couler une banque et fait trembler le système monétaire japonais. Car la jeune fille qui doit travailler dans cette banque prend cette remarque sérieusement et demande le soir même à un membre de sa famille si la banque est dangereuse. Ainsi, ce membre de la famille demande à quelqu'un qui habite près de la banque si celle-ci est dangereuse. Et à ce moment-là, par déformation et par subtilité de la langue que nous ne pouvons bien faire comprendre ici, la question n'est plus « est-ce que la Toyokawa Shinkin Bank est dangereuse ?», mais devient petit à petit « est-ce que la Toyokawa Shinkin Bank est en danger ?» Sous-entendu, en danger de faillite. Le 9 décembre, l'ami de la famille en parle à son salon de coiffure. Et autant vous dire que ce sont des lieux où les rumeurs enflent et se répandent à une vitesse inouïe. Le 10 décembre, le patron d'une entreprise de nettoyage et sa femme entendent la patronne du salon de coiffure en parler et répandent la rumeur à leur tour. La question dans ce cheminement est peu à peu devenue une affirmation. La Toyokawa Shinkin Bank va faire faillite. Le 13 décembre, un homme se présente dans un magasin pour demander à téléphoner. Il demande à la personne qui l'appelle de retirer 1,2 million de yens de la banque, l'équivalent de 16 000 € aujourd'hui. Cet homme n'a pas entendu la rumeur et a juste besoin de faire un important paiement. Mais la patronne du magasin, eh bien elle connaît la rumeur et panique. Elle retire alors près de 25 000 € de la banque. D'autres répandent la rumeur. D'autres retirent leur argent. En cette journée du 13 décembre, c'est près de 700 000 €, ajustés à l'inflation d'aujourd'hui, qui seront retirés en une seule journée. Et donc, jusqu'ici, tout allait bien. À la banque, c'est la panique. Déjà parce que aucun employé ne comprend pourquoi tous ces gens retirent leur argent. Mais il faut agir vite, car c'est le premier domino. Si la banque devient insolvable à cause de ces retraits d'argent massifs, alors elle risque de devoir fermer.
Ce qui confirmerait la rumeur pour les gens paniqués. Ce qui pourrait amener à une réaction en chaîne pour toutes les autres banques de la région, puis du pays. Les employés de la banque entendent la rumeur et les 14 et 15 décembre, des communiqués sont envoyés dans tous les journaux pour la démentir. La Banque centrale japonaise, qui gère et émet la monnaie, doit s'en mêler pour éviter que la panique se répande. Elle organise elle aussi une conférence de presse dans laquelle elle expose une pile de billets d'1 mètre de haut et de 5 mètres de large. Cet argent sera envoyé à la Toyokawa le jour même pour assurer sa solvabilité. Les 16 et 17, la police puis les journaux publient des enquêtes sur le phénomène. Et même si celui-ci se calme, la rumeur continuera à circuler pendant des jours. La réaction rapide des autorités a même été à double tranchant, car lors de l'annonce de la conférence de presse par la Banque centrale, la rumeur était devenue « La Banque centrale japonaise va expliquer la faillite de la Toyokawa ». Fort heureusement, cette réaction rapide et l'organisation ont permis de tuer dans l'œuf la panique. Mais pourtant, il s'en est fallu de peu. De peu pour qu'un système s'effondre ou que des mesures drastiques soient prises. Comme dans d'autres moments de l'histoire, cette panique sociétale s'explique par plusieurs leviers. La crise pétrolière de 1973 avait causé une inquiétude boursière et amorcé une récession et une crise économique partout dans le monde. De plus, la rumeur a pu se répandre de manière rapide du fait d'une forme d'uniformité de la population. Des gens habitant la même zone avec globalement le même niveau de vie. Tous plus ou moins dans la classe moyenne et avec les mêmes inquiétudes sur leur niveau de financement et sur l'inflation suite aux crises pétrolières. Ainsi, l'incident de la Toyokawa Shinkin Bank reste un cas d'étude sur comment une rumeur et une psychose peuvent se répandre et prendre racine dans nos sociétés modernes. Même si, bien entendu, jusqu'ici tout va bien. Non ? La Russie sera une puissance souveraine et autosuffisante. Sinon, elle n'existera plus du tout. Ils ont un choix. Vous pouvez dire oui, et nous vous en serions très reconnaissants. Ou vous pouvez dire non, et nous nous en souviendrons. Le réchauffement climatique continue d'avoir des effets dévastateurs sur la planète. Dans un monde où tout le monde semble avoir un plan, et où ces plans s'opposent, mais surtout semblent nous diriger pas à pas vers notre destruction mutuelle, je trouve une forme de paix et de réassurance dans cette idée que quelque chose comme ça puisse arriver. Alors, bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'appelle pas à une hystérie de masse ni à une révolution. Déjà parce que c'est sans doute illégal, mais surtout parce que pas dit que cela se transforme en quelque chose de positif, bien entendu. Mais l'idée de la chose a quelque chose de fascinant. Nous, de plus en plus enfermés et affairés dans cette machine, dans un système que nous pouvons sentir comme écrasant et impossible à changer. Et pourtant, cette machine toute puissante nous semble si fragile car elle peut se gripper si facilement. Quelques individus, une petite panique, quelques personnes bien motivées pourraient amener à repenser, à ouvrir une fenêtre sur l'idée que peut-être, tout n'est pas si immuable et écrasant. Suffisamment, du moins, pour comprendre pourquoi Eric, lui, y a cru. Sometimes we forget that you're just a man. I'm not a man. I am Cantona.